Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de linguistique générale qui sera aussi cette année mon dernier cours au Collège de France. Donc, je voudrais d'abord présenter le contenu du cours. Aujourd'hui, on va donner une sorte d'introduction générale à l'étude du langage dans la perspective de la linguistique formelle, en gros de la deuxième moitié du XXe siècle et début du XXIe siècle, grammaire générative essentiellement. Donc on va parler du langage comme système mental de mots et de règles. Je reprends ici les termes utilisés par Steven Pinker dans un livre bien connu, Words and Rules. Puis la semaine prochaine, on va parler d'universaux de variation. Donc il y a ces deux pôles dont il faut parler, qu'il faut traiter en relation avec le langage. Il y a une grande uniformité à travers les langues, mais aussi une très grande variation. Donc il faut trouver une manière pour exprimer de façon optimale cette sorte de contradiction, ou en tout cas de tension entre l'invariance et la variation. C'est aussi le thème dont Ian Roberts va parler plus tard aujourd'hui dans son séminaire sur les paramètres. Le 30 mai, il n'y aura pas de cours. Le 6 juin, on va parler du calcul syntaxique et des principes de localité. La localité est l'un des thèmes importants de la linguistique formelle, de la grammaire générative. Le fait est qu'il y a toutes sortes de règles qui s'appliquent dans les langues naturelles, qui peuvent créer des structures extrêmement longues et complexes, mais chaque application est locale. C'est-à-dire chaque application de règles a lieu dans une portion finie, limitée, petite de structure. Et l'étude des principes de localité a été l'un des grands thèmes de la recherche syntaxique dans les derniers 60 ou 70 ans. 13 juin, pas de cours. Le 20 juin, on va parler de la cartographie syntaxique. C'est un thème que nous avons déjà abordé dans ces cours. On va le reprendre en main. Donc, on a affaire à des structures très complexes. Cela vaut la peine de les cartographier, donc d'écrire de manière aussi détaillée qu'est possible les propriétés de ces configurations. Là aussi, il y a une sorte de tension entre la simplicité des mécanismes, dont on parlera aujourd'hui et la prochaine fois, et la complexité des structures qui sont générées. Comment réconcilier ces deux aspects. Ensuite, il y aura une leçon exceptionnellement un jeudi, le 26 juin. On va parler de tous les éléments et les opérations dont on aura parlé avant en termes d'acquisition. Comment est-ce que l'enfant arrive à maîtriser ses propriétés? Puis le 27 juin, un vendredi, donc on reprendra le moment normal dans la semaine pour ce séminaire, pour la conclusion, on va regarder certains problèmes qui restent ouverts et éventuellement explorer quelques perspectives pour la recherche future. Il y aura, comme toujours, un séminaire qui aura lieu typiquement immédiatement après le cours. Donc je vais continuer jusqu'à environ 11h20, plus ou moins. Il y aura le temps de prendre une ou deux questions ou de faire un peu de discussion qui pourra continuer à la fin du séminaire. Et puis, à 11h30, on va commencer avec le premier séminaire. Aujourd'hui, donc, Ian Roberts va nous parler de paramètres en présentant son point de vue récent, la théorie des paramètres qu'il a développée récemment dans son travail avec Dalina Kaluli de l'Université de Vienne.
La semaine prochaine, donc 23 mai, Naama Friedman, grande psycholinguiste de l'Université de Tel Aviv, va nous parler de l'étude expérimentale de la période critique pour la syntaxe. Période critique, ça veut dire qu'il y a une période dans la vie de l'individu qui est favorisée, où l'acquisition de certaines propriétés, en particulier de la syntaxe, sont possibles de manière facilitée, pour ainsi dire. Et à l'extérieur de cette période, bien sûr, on peut apprendre une langue étrangère, par exemple, mais c'est difficile, n'est-ce pas? Donc, il y a une typique situation de période critique qu'on peut étudier expérimentalement pour l'acquisition du langage. Ce sera le thème du séminaire. Le 6 juin, Adam Ledgway, de l'université de Bergame, ancien collègue de Ian Roberts à l'université de Cambridge, mais maintenant en Italie, à Bergame. Il va parler de la variation linguistique, en particulier du point de vue de la dialectologie des langues romanes. Les langues romanes offrent une forme absolument extraordinaire de variation qui mérite d'être étudié en détail. Donc c'est vraiment un terrain expérimental extraordinairement riche pour l'étude de la variation linguistique. Le 20 juin, Philippe Schlenker, ici de l'école normale, à côté de l'Institut Jean-Nicot, va nous comparer la sémantique ou les propriétés sémantiques des langues orales et des langues de signes. En particulier, il va poser la question de comment intégrer dans la sémantique des langues naturelles les aspects iconiques, les aspects d'iconicité qui sont propres des langues des signes. Le 26 juin, encore une fois un jeudi, Urs Schlonsky de l'Université de Genève nous parlera des ellipses, c'est-à-dire de l'omission d'éléments des structures linguistiques qui sont reconstruites par le locuteur, et essayera de mettre cela en relation avec la perspective cartographique dont on aura parlé dans mon cours. Puis le 27 juin, le dernier séminaire, sera donné par Gennaro Chierchia de l'Université de Harvard, grand spécialiste de sémantique formelle de langue naturelle, qui va parler du fonctionnement des pronoms. Nous, on parlera aussi des pronoms, mais dans une perspective plutôt syntaxique. Gennaro va aborder la question du point de vue de l'interprétation. Voilà, il y a aussi un cycle de conférences données par Naama Friedman qui a été invité par la chaire de linguistique générale et la chaire de psychologie cognitive expérimentale, donc le professeur Stanislas Dehaene. La première conférence de Friedman sera dans le cadre de mon séminaire, donc j'ai déjà mentionné ça, sur la période critique vendredi prochain. La deuxième conférence, mardi 27 mai, How Syntactic Theory Can Help Neurosurgeons. Donc, comment certaines informations, certaines spécifications, certains tests qui émanent de la théorie syntaxique peuvent être utilisés dans un contexte extrêmement important et délicat, c'est-à-dire les décisions que le neurochirurgien doit prendre quand il opère le cerveau. Comment obtenir le résultat de ne pas créer des problèmes par rapport à certaines capacités cognitives, en particulier les capacités en relation au langage. Et puis les deux dernières conférences de Naama Friedman, le mardi 3 juin et le mardi 10 juin, seront sur la dyslexie. Elle est aussi une grande spécialiste de dyslexie. Donc, le 3 juin, comment la même forme de dyslexie se manifeste différemment dans des langues différentes. Les langues diffèrent par rapport à la morphologie, par rapport à la propriété lexicale, par rapport au système d'écriture en particulier. Et cela a un impact énorme sur la manifestation de la dyslexie. Donc, elle va parler de ça. Et puis, le 10 juin, dernière conférence de Friedman dans le cadre du cycle Agir pour l'éducation, parce que les implications
pour le système éducatif de ces questions sont évidentes, sont extrêmement importantes. Friedman va comparer les dyslexies, donc les problèmes avec les lettres, et les problèmes avec les nombres. Donc, est-ce que les problématiques avec le langage et avec les mathématiques sont liées, en quelle mesure, etc. Et donc, comment intervenir dans les deux cas. Voilà donc le programme pour cette année. Maintenant, les atomes. Pourquoi je parle d'atomes? Évidemment, c'est une utilisation métaphorique de ce terme. On sera intéressé aux éléments de base, fondamentalement, du langage, n'est-ce pas? Aux éléments irréductibles et aux opérations de base. L'idée d'utiliser ce titre m'est venue à la lecture de ce fameux livre du physicien chimiste français Jean Perrin, Les atomes. C'est une publication de 1913, donc, où Jean Perrin présente la théorie atomiste à sa naissance, pratiquement. La théorie atomiste moderne, bien sûr, pas les idées classiques qui remontent à la Grèce ancienne. Et d'une manière tellement efficace, tellement extraordinaire, que ce livre a continué à être republié. La dernière édition a été publiée dans les années 2000 déjà. Telle est l'efficacité de la présentation et la richesse aussi de la présentation de Perrin. Alors j'ai repris cette citation qui, à mon avis, est extraordinairement pertinente aussi pour le type d'effort d'explication scientifique qu'on fait en linguistique maintenant. Donc, Perrin dit, si nous étudions une machine, nous ne nous bornons pas à raisonner sur les pièces visibles qui pourtant ont seules pour nous de la réalité, tant que nous ne pouvons pas démonter la machine. Donc nous voyons un comportement d'une machine, il y a des pièces visibles, nous les observons, nous les mesurons, etc. Certes, nous observons de notre mieux ces pièces visibles, mais nous cherchons aussi à deviner quels engrenages, quels organes cachés expliquent les mouvements apparents. Donc on essaye de faire un effort où on devine une structure qu'on ne voit pas, fondamentalement. Deviner ainsi l'existence ou les propriétés d'objets qui sont encore au-delà de notre connaissance, expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple, voilà la forme d'intelligence intuitive à laquelle, grâce à des hommes tels que Dalton et Boltzmann, nous avons l'atomistique, dont ce livre donne un exposé. Donc cette idée d'expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple, c'est vraiment une sorte de devise de la démarche scientifique, fondamentalement. Nous essayons d'inventer des modèles abstraits pour expliquer une phénoménologie visible, mesurable, observable. Et je voudrais certainement adopter ce point de vue, qui est le point de vue normalement adopté en grammaire générative dans l'étude du langage. Le terme des atomes du langage est repris aussi dans un fameux livre beaucoup plus récent du linguiste américain Mark Baker, The Atoms of Language. Donc ce que Baker dit au début des années 2000, suppose languages are composites of a finite number of more elementary factors, which Chomsky calls parameters. Donc il y a cette question de la variabilité. L'ingrédient fondamental pour traiter la variabilité en grammaire générative est cette notion de paramètre introduite par Chomsky et dont Ian aussi va parler un peu plus tard. Et Baker observe que des combinaisons différentes de ces propriétés fines, ce sont ce qu'il appelle les atomes du langage, produiraient les langues différentes qu'on observe dans le monde. Indeed, a relatively small number of parameters might underlie the large number of possible human languages. Donc on parle d'un petit nombre de propriétés qui font la différence, et à partir de cela, par des interactions, on essaye d'obtenir la variété des langues humaines. If
the parameters also like chemical elements in that they interact with each other in complex and interesting ways, then the properties of the resulting languages might show striking variation. Donc si vraiment notre métaphore physique, chimique est dans la bonne direction, Baker dit, peut-être on observerait qu'il y a de telles interactions subtiles entre ces paramètres que la variation qui en résulte pourrait être striking, étonnante. Hein. On va garder à l'esprit l'approche de Baker, quoique dans mon analyse des éléments de base du langage, je voudrais me focaliser plus que sur les éléments qui déterminent la variation, sur les éléments qui restent constants, donc sur la partie d'invariance. Mais gardons absolument le point de vue de Baker à l'esprit, évidemment en tenant compte du fait que la notion même de paramètre a évolué très considérablement dans ce quart de siècle environ, et Ian va aussi nous parler de cela aujourd'hui. Bon, partons du début, de très loin, de maestro di color che sanno, comme Dante appelait Aristote. Vous avez ici dans le portrait imaginé par Raphaël, n'est-ce pas, dans l'école, dans la fameuse fresque sur l'école d'Athènes. Donc Aristote parle bien sûr beaucoup du langage dans des interprétations. On utilise souvent le titre latin de cet ouvrage, quoique évidemment l'original c'est en grec. Donc il dit, entre autres, deuxième paragraphe, les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme. Patsemata, ici, c'est traduit comme état de l'âme. D'autres traductions pourraient être modification, affection. En tout cas, quelque chose d'interne, quelque chose qui caractérise l'individu à son intérieur. Et les mots écrits sont les symboles des mots émis par la voix. Et de même que l'écriture, troisième paragraphe, n'est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, bien que les états de l'âme, dont ces expressions sont les signes immédiats, soient identiques chez tous, comme sont identiques aussi les choses dont les états sont les images. Donc il y a invariance et variation. Aristote souligne déjà cet aspect important. Donc d'un côté, le langage est un système bifacial associant sens et son, état de l'âme et son, et il y a une dimension interne, le sens, et les états de l'âme, et une dimension externe, les sons. Et il y a aussi une dimension invariante, ici identifiée avec les sens, et une dimension variable, les sons. Donc il y a cette dialectique qui caractérisera un peu tout le développement de notre discipline. Deux petites remarques en marge des observations d'Aristote. Pour la linguistique moderne, les langues des signes sont des langues humaines à part entière. Donc, il faut réviser la définition d'Aristote en considérant le langage comme un système bifacial de sens et en faisant un petit pas vers l'abstraction, et de gestes articulés. Gestes accessibles au canal auditif pour les langues orales ou au canal visuel pour les langues des signes. Donc c'est légèrement plus abstrait par rapport à ce que Aristote disait. Et puis il faut aussi ajouter qu'une caractérisation de la langue comme système de signes à deux faces, à la base de la conception saussurienne de la langue qui a caractérisé la linguistique de la première moitié du XXe siècle, est encore un peu trop général. Il faut être plus précis, il faut traiter un autre aspect. Cette caractérisation n'exprime pas une caractéristique très saillante du langage humain, son extraordinaire pouvoir expressif, le fait que le langage nous permet d'exprimer un nombre illimité de pensées complexes. Ça, c'est un aspect qui a été souligné plusieurs fois dans l'histoire de la pensée. Par exemple, j'aime toujours citer ce fameux passage du Dialogo sopra i due massimi sistemi de Galilée. Vous voyez
Galilée, dans cette belle illustration, quand il présente le résultat de ses recherches astronomiques au Doge de Venise. Donc, dans le dialogue, Galilée considère la question quelle est la plus grande invention de l'humanité. Et il dit la chose suivante, au-delà de toutes ces stupéfiantes inventions, de quelle supériorité d'esprit témoigna celui qui trouva le moyen de communiquer ses pensées le plus cachées, comunicare i suoi più reconditi pensieri, évidemment dans l'original italien, à n'importe qui d'autre, fût-il très éloigné dans l'espace et le temps, et avec quelle facilité, en assemblant diversement 20 petits caractères sur une feuille de papier. Donc, par une technologie extraordinairement simple, 20 petits caractères, une vingtaine de petits caractères écrits sur un papier, nous arrivons à communiquer nos pensées les plus cachées, i nostri più reconditi pensieri. Donc, pour Galilée, l'écriture alphabétique est une invention, bien sûr, est une technologie, c'est un produit culturel. Mais c'est une technologie qui fonctionne parce qu'elle se fonde sur une découverte empirique, qui est le caractère résolument combinatoire du langage. Nous partons d'un petit nombre de sons distincts, ce sont les phonèmes, qui se combinent pour former des centaines, des milliers de combinaisons élémentaires, ayant un sens autonome, ce qu'on appelle des morphèmes, qui à leur tour se combinent pour former des dizaines de milliers de mots, qui se combinent pour former un nombre illimité de phrases. Et donc nous arrivons à la possibilité d'exprimer nos pensées, i nostri più reconditi pensieri. C'est une idée qui a été reprise très directement par la grammaire de Port-Royal, mais il faut passer par Descartes. Descartes a beaucoup réfléchi quelques années après le dialogue de Galilée, dans son discours de la méthode, sur ces questions. Je me suis permis cette année de prendre un peu en extension la citation des passages pertinents. Il y a 2 pages du discours de la méthode qui sont absolument extraordinaires et ça vaut vraiment la peine de le regarder en détail. Donc, ici, Descartes regarde cette question du pouvoir expressif du langage et il observe que c'est une propriété qui permet de distinguer l'homme des autres animaux et aussi l'homme de la machine, l'homme des automates. Donc, à propos des animaux, Descartes dit « Car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété, si stupide, qu'il ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. » Donc, le fait de mettre ensemble des mots et faire comprendre de cette manière nos pensées, c'est une caractéristique générale de l'humanité. Et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal, tant parfait, tant heureusement né qu'il puisse être, qui fasse le semblable. Les animaux ne sont pas capables de faire cela. Ceux qui n'arrivent pas de ce qu'ils ont faute d'organes, car on voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c'est-à-dire en témoignant qu'ils pensent ce qu'ils disent. Donc certains animaux qui ont un système périphérique qui leur permettrait d'émettre des sons articulés n'arrivent pas à parler comme nous le faisons, à exprimer des pensées complexes par le langage. Au lieu que les hommes qui, étant nés sourds et muets, sont privés des organes qui servent aux autres pour parler, ont coutume d'inventer par eux-mêmes quelques signes par lesquels ils se font entendre à ceux qui ont loisir d'apprendre leur langue. Donc ici, Descartes établit une double dissociation. Le fait d'avoir ou de ne pas avoir un système périphérique pour l'articulation n'est une condition ni nécessaire ni suffisante pour le langage. C'est quelque chose de beaucoup plus interne qui caractérise les capacités linguistiques. Ainsi, les sourds qui ne peuvent pas utiliser l'articulation vocale utilisent d'autres systèmes, inventent d'autres langues qui leur permettent d'exprimer leurs pensées à ceux qui apprennent les langues des signes.
Il n'est pas croyable qu'un singe ou un perroquet qui serait des plus parfaits de son espèce n'égalât en cela un enfant de plus stupide, si leur âme n'était d'une nature du tout différente de la nôtre. Donc il y a une différence qualitative fondamentale dans le système interne, pour ainsi dire. Ce n'est pas une question d'externalisation du moyen qu'on choisit pour externaliser le langage. Et puis, ce type de considération est aussi pertinent pour distinguer l'homme des machines, des automates. Donc, Descartes parle d'automates, parle de machines. S'il y en avait, donc s'il y avait des automates qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos actions que moralement il soit possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela des vrais hommes. Donc nous avons deux manières, deux tests possibles pour distinguer l'homme et la machine, dont la première est que jamais il ne pourrait user la parole ni d'autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle préfère des paroles, mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce que se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent faire. Donc, encore une fois, les hommes peuvent réagir de manière linguistiquement appropriée au contexte en mettant ensemble des mots. Les machines ne sont pas capables, les automates n'arrivent pas à faire cela. Et le second est que, bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien, ou peut-être encore mieux qu'aucun de nous, donc sur certaines choses, les machines sont très capables, même les automates de son époque étaient encore meilleurs que les hommes, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agissent pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Car, au lieu que la raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin de quelques particulières dispositions pour chaque action particulière. Donc, il y a ces deux choses, l'utilisation du langage approprié au contexte, illimité, approprié au contexte, et le fait que les machines sont peut-être très très bonnes à faire certaines choses par, on pourrait dire de manière un peu anachroniste, par des ruses, par des astuces de programmation, n'est-ce pas? On peut les programmer de telle manière qu'ils fassent très très bien une certaine chose, mais elles n'auront pas des capacités aussi larges que les hommes, parce que les hommes utilisent la raison, qui est un instrument universel et qui leur permet de traiter toutes sortes de situations. Donc on voit bien ici, dans ce passage que je trouve absolument extraordinaire, une préfiguration, une anticipation aussi de certaines discussions récentes des derniers 3-4 ans sur la possibilité d'une intelligence artificielle générale. C'est de cela que Descartes parle. Alors, en pensant à ces deux utilisations du langage comme élément distinctif des hommes par rapport aux animaux et aux machines, on peut dire, pour les animaux, fondamentalement, il avait raison. On va reprendre ça tout de suite. On ne trouve pas chez les animaux des formes de combinatoires compositionnelles analogues à ce qu'on trouve dans le langage humain. Pour les machines, on dirait les choses ont changé quand même considérablement. Si nous avons utilisé un peu des systèmes large language models, nous savons que des progrès absolument extraordinaires ont été faits. Néanmoins, comme j'ai essayé de souligner l'année passée, il y a toujours un élément de vérité dans ce que Descartes dit. Il y a encore des propriétés du fonctionnement du langage qui sont accessibles à tous les hommes, qui sont facilement accessibles aussi aux enfants en âge préscolaire, étant en relation avec la structure hiérarchique des représentations linguistiques, qui posent encore quelques problèmes pour les systèmes, pour des large language models. Peut-être, on avait discuté quelques cas dans les cours des années précédentes, peut-être on va y revenir cette année. Entre autres, je vous signale que le colloque d'ouverture du Collège de France l'année prochaine sera précisément
sur la question de la comparaison entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Donc, tout cela porte sur ces thèmes qui ont une grande importance et un grand intérêt. Le colloque d'ouverture, bien sûr, sera au mois d'octobre, comme toujours. Voilà, quelques années après Descartes, après Galilée, la grammaire générale raisonnée a repris presque à la lettre les termes de Galilée, mais en se référant ici au langage parlé, non pas à l'intermédiaire de l'écriture, mais directement au langage parlé. Et il parle de cette invention merveilleuse de composer des 25 ou 30 sons, cette infinie variété de mots qui ne laisse pas d'en découvrir aux autres tous les secrets, et de faire entendre à ceux qui n'y peuvent pénétrer tout ce que nous concevons et tous les divers mouvements de notre âme. On retrouve ici l'écho d'expressions d'Aristote et non seulement de Galilée, évidemment. Von Humboldt avait parlé de cette utilisation infinie de moyens finis que le langage fait. Comment exprimer ça? Il y a encore un passage, oui, Darwin aussi, il en avait parlé, je vais revenir sur Darwin, dans son ouvrage The Descent of Man, qui concerne l'utilisation de la théorie évolutionniste en connexion avec les capacités cognitives humaines. Et donc Darwin, il dit, il reprend très directement la discussion de Descartes. Donc ce n'est pas une simple question d'articulation. Certains animaux, comme les perroquets, sont capables d'articuler. Donc ce n'est pas une question externe. Nor is it the mere capacity of connecting definite sounds with definite ideas. Donc l'association de son et sens, ce n'est pas ça qui est vraiment déterminant. For it is certain that some parrots, which have been taught to speak, connect unerringly words with things and persons with events. Okay? Mais donc, quelle est la différence? The lower animals differ from man solely in his almost indefinitely large power of associating together the most diversified sounds and ideas. And this obviously depends on the high development of his mental powers, donc des pouvoirs mentaux de l'homme. Il y a encore un passage qu'il faut faire, c'est-à-dire la pure combinatoire syntaxique nous permet encore de dire comment nous pouvons l'utiliser pour exprimer des pensées complexes. Ici, Frege, Gottlob Frege, le logicien, philosophe, mathématicien allemand, introduit un élément essentiel, la compositionnalité. Donc, Frege dit il est étonnant ce que peut faire le langage. En quelques syllabes, il peut exprimer un nombre incalculable de pensées. Donc, on revient avec la même idée galiléenne, de sorte qu'une pensée, même perçue pour la première fois par un être humain, peut être mise en mots que quelqu'un à qui cette pensée est tout à fait nouvelle comprendra. Donc, nous arrivons à comprendre des pensées totalement nouvelles, des choses que nous n'avons jamais pensées nous-mêmes, mais par le langage, quelqu'un d'autre peut nous activer ce type de pensée. Cela serait impossible si nous n'étions pas capables de distinguer dans la pensée des parties correspondant aux parties de la phrase. Donc, il y a une sorte d'homologie, de correspondance de parties, de sorte que la structure de la phrase serve d'image à la structure de la pensée. Et on voit ici la source de l'idée de la compositionnalité, du fait que le sens complexe d'un énoncé est déterminé par les interprétations de ces parties. Donc le sens d'une expression complexe est défini par le sens des expressions simples qui la composent et par les règles combinatoires. Ça c'est évident. L'identité des mots ne suffit pas à déterminer une identité de sens. Pensez à deux phrases comme Romulus tua Rémus et de Rémus tua Romulus. Évidemment,
les mots utilisés sont les mêmes, mais ils ne veulent pas du tout dire la même chose. En effet, en croire à l'histoire légendaire de la fondation de Rome, un est vrai et deux est faux, n'est-ce pas? Donc, il ne suffit pas qu'il y ait une identité de mots, il faut aussi que la structure soit la même, fondamentalement. Donc, la structure donne une contribution fondamentale à l'interprétation. C'est à cela qu'on se réfère quand on parle de compositionnalité. Notons aussi, parce que cette question reviendra dans quelques minutes, que certaines expressions complexes ont un sens compositionnel et d'autres ont un sens non compositionnel. Ce sont des expressions idiomatiques. Donc pensez par exemple à une phrase française comme « Jean a cassé sa pipe ». Il y a deux interprétations possibles. L'interprétation compositionnelle, où Jean a cassé un certain objet physique, sa pipe, et l'interprétation idiomatique, Jean est mort, okay, pour ceux qui ont cet idiome dans leur lexique. Donc on peut utiliser l'interprétation compositionnelle, mais on peut aussi imposer un certain sens spécifique de manière non compositionnelle sur une certaine séquence syntaxique. Ce qu'il faut mémoriser, bien sûr, les structures idiomatiques doivent être mémorisées comme tous les éléments du lexique ou lexicalement liés. Voilà, donc dans ce contexte général, la contribution de Chomsky a été de formuler une théorie précise de ce que ça veut dire, comment on peut utiliser la combinatoire linguistique pour créer une infinité de pensées complexes, essentiellement. Les idées sont présentées dans la thèse de Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory, complétée en 1955, mais publiée beaucoup plus tard, publiée 20 ans après. Chomsky reprend dans Logical Structure of Linguistic Theory tous les thèmes que nous venons d'illustrer. Donc, a speaker of a language has observed a certain limited set of utterances in his language. On the basis of this finite linguistic experience, he can produce an indefinite number of new utterances, which are immediately acceptable to other members of his speech community. Donc, nous avons tous cette capacité de projeter l'ensemble fini de notre expérience avec le langage sur l'ensemble infini de choses que nous pourrions dire ou comprendre quand elles sont produites par d'autres locuteurs. Et cette idée de traiter de manière précise l'infinité, le caractère illimité du langage, est vraiment un fil conducteur, quelque chose qu'on retrouve dans toute la production scientifique de Chomsky. Ici, il y a une autre citation d'environ 10 ans après The Logical Structure of Linguistic Theory. The central fact to which any significant linguistic theory must address itself to is this. A mature speaker can produce a new sentence. Donc nous parlons par de phrases nouvelles of his language on the appropriate occasion, and other speakers can understand it immediately, though it is equally new to them. Once we have mastered the language, the class of sentences with which we can operate is so vast that we can regard it as infinite. Okay? Et puis on retrouve ça aussi dans des publications de Chomsky très récentes des années 2000. C'est vraiment la propriété centrale qu'une théorie linguistique doit essayer de traiter dans cette perspective. Dans les publications de Chomsky des années 50, on jette les bases d'une approche précise à ces questions. L'idée fondamentale est qu'une capacité cognitive peut être modélisée comme une capacité de calcul. Donc, connaître une langue veut dire pouvoir calculer tacitement des représentations linguistiques sur un domaine illimité. Et ce type d'approche a été l'une des composantes fondamentales de l'ainsi dite révolution cognitive, c'est-à-dire de l'étude moderne de la cognition humaine qui a intégré complètement cette idée du caractère computationnel de nos capacités cognitives. Avoir une capacité cognitive veut dire avoir une capacité de calcul, pouvoir calculer des représentations
dans le domaine pertinent. Et ceci vaut pour le langage, mais ça vaut aussi pour d'autres domaines de la cognition humaine. Alors, comment procéder? Eh bien, il faut cette distinction fondamentale. Il faut pouvoir avoir mémorisé pour pouvoir maîtriser une langue un lexique. C'est l'idée reprise dans la popularisation de Steven Pinker, Words and Rules. Donc il faut des inventaires, il faut des lexiques, des listes d'éléments mémorisés, stockés en mémoire, des morphèmes, des mots, des expressions idiomatiques, etc. Là, il y a un effort de mémorisation à faire. Et puis, il y a des règles, il y a des systèmes de règles, et ces règles doivent être récursives. Donc ça, c'est l'opération formelle fondamentale que Chomsky fait, c'est reprendre l'idée de récursivité des études sur le fondement logique des mathématiques, la théorie des fonctions récursives, et dire le mécanisme fondamental qui permet de résoudre le problème de Humboldt, donc traiter un ensemble infini d'objets par un système de moyens finis, c'est la récursivité. C'est-à-dire c'est cette idée qu'une règle, certaines règles, peuvent se réappliquer indéfiniment sur leurs propres résultats, ce qui permet de continuer à générer d'autres structures indéfiniment. Et il faudra aussi que les structures complexes, ainsi créées par les règles récursives, soient interprétées compositionnellement. Donc il faudra un système d'interprétation compositionnelle de ces structures créées par les règles. Donc nous avons un petit système abstrait avec des mécanismes cachés, en repensant un peu à la phrase de Perrin. Nous avons des inventaires, des règles récursives, ceci engendre une infinité de structures. Et ces structures doivent pouvoir parler avec des systèmes d'interface, il doit y avoir des interfaces avec le système de la perception et de l'articulation, en tout cas pour les langues orales, et aussi avec les systèmes de pensée, avec les systèmes internes, systèmes conceptuels, et les systèmes des intentions. Donc ça, c'est le type de cadre général, abstrait, qu'on postule pour la connaissance de la langue. Alors, si on pense au développement de ce système à deux entités, les inventaires et les règles combinatoires, dans le courant de 70 ans environ de développement de grammaire générative, on voit qu'il y a une tendance commune, je pense, au développement de l'étude des inventaires et des règles, qui est une tendance qui va vers l'abstraction, vers des modèles de plus en plus abstraits. Au niveau des inventaires, on peut dire qu'il y a eu un déplacement d'emphase progressif entre un type de lexique et un autre type de lexique. Donc le premier type, le lexique substantiel. Nous pensons immédiatement au lexique substantiel si nous pensons au lexique, n'est-ce pas? Constitué d'éléments comme les noms, les verbes, les adjectifs, des entités qui ont un contenu descriptif. Les noms qui désignent des objets, fondamentalement, les verbes des actions et décrivent des états, les adjectifs décrivent des qualités, n'est-ce pas? Ça, c'est le lexique ayant un contenu descriptif. Puis il y a le lexique fonctionnel, constitué de petits mots comme des déterminants, des articles, des auxiliaires, des copules, des complémenteurs, des éléments comme que, si, par exemple en français, des marques de ton, des marques d'aspect, des marques de mode, de modalité, et ainsi de suite. Donc, il y a un contenu sémantique pour le lexique fonctionnel, mais qui est beaucoup plus abstrait. Temps, aspect, caractère défini ou indéfini, type propositionnel, si on a affaire avec des déclaratives, des questions, et ainsi de suite, parfois exprimés par des mots autonomes, parfois exprimés par des affixes simplement. Par exemple, le futur
est exprimé simplement par un affixe, peut être exprimé simplement par un affixe dans des langues comme les langues romanes, par tira, tandis que l'anglais utilise des mots distincts, will, leave. Voilà, donc dans l'histoire de la grammaire générative, l'emphase s'est progressivement déplacée vers le lexique fonctionnel. Pourquoi est-ce que le lexique fonctionnel est si important? Ici, je vous ai donné une liste non exhaustive des raisons de l'importance du lexique fonctionnel. Le premier est que le lexique fonctionnel a un effet structurant. Il crée des squelettes structuraux pour l'insertion des éléments substantiels. Donc il y a une sorte de division du travail. Le lexique fonctionnel crée des structures et le lexique substantiel introduit le contenu descriptif, le contenu interprétatif. Et la structure fonctionnelle donne lieu à des configurations complexes, des hiérarchies d'éléments. Et c'est le thème fondamental de la cartographie syntaxique dont nous allons parler. Deuxième propriété, les éléments fonctionnels ont une partie active, dynamique, pour ainsi dire, en ce qu'ils déclenchent les actions computationnelles fondamentales. Les actions, ce sont des choses comme merge, dont on va parler, mouvement et d'autres choses qui peuvent se passer dans les règles de la grammaire. Et selon certaines hypothèses courantes, disons actuellement considérées, ces actions sont déclenchées par des spécifications dans les éléments fonctionnels. Troisième point, les éléments fonctionnels expriment le paramètre de variation. C'est la fameuse hypothèse ou conjecture de Borer-Chomsky dont je pense Ian va parler dans son séminaire. Hein, n'est-ce pas? Selon cette conjecture, toute la variation, en tout cas toute la variation syntaxique, est déterminée par des spécifications dans le lexique fonctionnel. Donc cette propriété énorme qu'est la variation du langage peut être localisée, a comme locus le lexique fonctionnel. Puis les éléments fonctionnels guident en partie l'interprétation à l'interface avec le sens en fournissant des éléments interprétatifs abstraits. On l'a vu, l'interprétation temporelle, aspectuelle, modale, le caractère défini, indéfini, le type propositionnel, est-ce qu'on a affaire avec des déclaratives, des questions, des ordres, etc. Tout cela est déterminé par le lexique fonctionnel. Puis le lexique fonctionnel contient les connecteurs logiques de petits mots comme ou, et, non, si alors, etc., hein, qui sont à la base de nos capacités de raisonner. Si je fais référence à la belle expression de Kierkegaard qui parle de inherent logicality dans les langues naturelles, et Kierkegaard va nous parler de cela en juin. Aussi, certaines articulations discursives, topique commentaire, focus présupposition, sont signalées par des éléments du lexique fonctionnel. À l'interface avec la phonologie, selon une certaine manière de voir les choses, les éléments fonctionnels déterminent une propriété très importante et très saillante, comme l'ordre de mots, quelque chose qui varie de manière significative d'une langue à l'autre. Certaines propriétés comme l'intonation sont liées au lexique fonctionnel. Et puis les deux lexiques fonctionnels et de contenu sont dissociés dans certaines formes d'utilisation du langage, comme par exemple dans l'acquisition du langage. Hein, les premiers mots que l'enfant produit, bien sûr, sont des éléments du lexique de contenu. L'acquisition du lexique fonctionnel et du lexique de contenu ne procède pas de manière tout à fait parallèle. Il y a un délai, parfois, avec omission d'éléments fonctionnels obligatoires. Également dans les pathologies du langage, par exemple dans les aphasies, en particulier dans l'agrammatisme, on voit aussi que le lexique fonctionnel peut être atteint de manière sélective par la pathologie. Donc dans ces deux domaines, acquisition et pathologie, on voit bien que les deux lexiques sont dissociés, ont un rôle différent. On reviendra sur toutes ces questions.
Voilà, donc développement de l'étude des inventaires en phase progressivement déplacée vers le lexique fonctionnel. Et également, si on regarde le développement dans ces derniers 70 ans dans l'étude des systèmes de règles, on voit un peu la même tendance, c'est-à-dire une tendance vers l'abstraction. Si on pense à aux hypothèses qu'on faisait sur la nature des règles syntaxiques dans les années 70, par exemple, je prends cette période pas totalement par hasard, parce que c'est la période où j'ai appris un peu la syntaxe, donc c'est quelque chose que j'ai très bien présent à mon esprit. Eh bien, l'hypothèse fondamentale sur les systèmes de règles à l'époque, c'était que les règles fondamentalement correspondent aux constructions grammaticales. Donc il y avait une règle pour former une relative, par exemple, transformation relative, une règle pour former une interrogative à partir d'une déclarative, une règle pour former une phrase passive à partir d'une phrase active, une règle pour former la construction causative, ainsi de suite. Donc fondamentalement des règles formelles qui correspondaient largement au système des constructions grammaticales. Si vous regardez aux hypothèses actuelles sur le fonctionnement des règles grammaticales, on voit des règles beaucoup plus abstraites. Donc des règles comme l'assemblage, comme merge, qui dit prends deux choses, mets-les ensemble, mouvement déplace un élément d'une position à une autre, accord établit une condivision de traits entre deux positions de l'arbre. Donc vous voyez que le système actuel est beaucoup plus éloigné de construction grammaticale par rapport à ce qui était admis à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe des constructions grammaticales? Parfois, on lit dans la littérature que les constructions grammaticales ont disparu, ne sont plus là, ne font pas partie de l'inventaire d'objets dont la linguistique formelle moderne parle. Je pense que ce n'est pas tout à fait correct. Je pense que les constructions grammaticales existent, mais existent en tant qu'entités moléculaires, entités non atomiques. Donc des entités constituées par des conglomérats d'opérations élémentaires et de choix élémentaires, de choix paramétriques dans le lexique fonctionnel. Donc par exemple, la construction relative existe dans le traitement théorique récent, mais elle correspond à un conglomérat de propriétés, c'est-à-dire la sélection d'un certain élément fonctionnel, par exemple un complémentaire d'un certain type, qui déclenche certaines opérations de mouvement, par exemple, donc que ou qui déclenche les opérations de mouvement en jeu dans les relatives. Donc, de cette manière, on décompose les constructions grammaticales dans des composantes plus fines, plus proches des propriétés irréductibles, donc de l'idée de l'atomisme, dans les cadres récents. Donc, on a parlé, je mentionnais merge, cette opération, traduit parfois en français comme fusion, comme assemblage, c'est la règle fondamentale, en effet, selon certaines manières de voir les choses, la seule règle de combinatoire syntaxique, une règle très très générale qui dit quelque chose, prend deux éléments A et B, mets-les ensemble, tu vas former un troisième élément qui consiste de A et de B. Donc en manière formelle, ce qui est indiqué dans le petit schéma ici, donc tu fais merge ou assemblage de A et de B, et ça c'est une instruction pour former un petit arbre élémentaire. Et cette opération récursive, en ce qu'on peut reprendre le résultat de merge et le soumettre à merge, donc obtenir une structure plus complexe en faisant assemblage avec un autre élément. Et ainsi de suite. Donc par exemple, prendre un verbe, un nom, rencontrer Marie, et former le syntagme verbal, rencontrer Marie, et puis continuer
dans les opérations d'assemblage pour former des structures complexes. Dans les langues naturelles, comme je disais, merge est récursif. Les structures peuvent être soumises récursivement à la même procédure. En effet, la version proposée par Chomsky de merge dans son livre The Minimalist Program est encore plus abstraite, simplement une opération ensembliste, une opération qui dit prend deux éléments et forme l'ensemble qui est constitué par ces deux éléments. Tandis que la version que j'ai adoptée ici, plus proche de certaines discussions de Richard Kane, crée aussi une information d'ordre linéaire. Donc ici, A précède de B. Non seulement il forme un constituant en se mettant ensemble. Je voudrais revenir sur cette question si il vaut mieux opter pour une version qui exprime aussi l'ordre linéaire ou bien une version purement ensembliste de merge à la Chomsky. Il y a eu un débat assez récemment très intéressant entre Chomsky et Kane sur cette question que je voudrais en partie reprendre. Voilà donc comment les choses marchent. On commence avec un mot, on va chercher un autre mot dans le lexique, on forme une structure, puis cette structure peut être soumise à merge, on peut continuer en cherchant d'autres éléments du lexique, on continue avec les opérations de merge, on crée une phrase, par exemple, Marie va lire ce livre. Cette phrase, évidemment, peut être un constituant d'une autre phrase. Il suffira de faire l'opération de merge entre cette structure et un complémentaire, donc un élément fonctionnel qui transforme une phrase en complément possible d'un verbe supérieur. Et puis on peut continuer et créer une phrase complexe avec un principal et une subordonnée qui à son tour pourra être subordonné sous un verbe encore plus haut, je pense que Pierre a dit que, etc., etc. Et on peut continuer de cette manière indéfiniment. Voilà, donc si on raisonne de cette manière, on voit tout de suite que l'opération de merge, qui est considérée comme une opération unitaire, néanmoins a des sous-cas. Il y a des sous-cas possibles, n'est-ce pas? Donc, la première application de merge ou de l'assemblage est toujours un cas où on prend deux items du lexique. On ne peut pas démarrer autrement. Donc, par exemple, on prend la, on prend fille, et on forme un syntagme nominal la fille. Le deuxième type d'application est une application récursive. Cette première étape n'est pas récursive, parce que en prenant deux items du lexique, on crée quelque chose qui n'est pas un item du lexique. Donc on passe, pour ainsi dire, à un ordre supérieur. Mais à partir d'ici, on commence avec la récursivité. Pour que l'application récursive de merge soit possible, il faut avoir un petit espace de mémoire, un repositoire temporaire de mémoire où on met une structure déjà formée par merge. Donc nous formons par exemple la fille, nous mettons cette structure dans le repositoire, puis nous allons au lexique, nous prenons un autre élément et nous formons par exemple le syntagme verbal voit la fille. Et ce pas bien sûr récursif, parce que dès que nous avons ce repositoire de mémoire, nous pouvons prendre ce que nous avons créé, le mettre dans le repositoire, aller de nouveau dans le lexique et recommencer et continuer de cette manière. Le troisième type de manifestation consiste à mettre ensemble deux syntagmes complexes qui peuvent être d'une complexité arbitraire. Alors ça, c'est un pas ultérieur dans la complexité parce que cette opération de mise ensemble de deux syntagmes exige deux repositoires temporaires. N'est-ce pas? Il faut pouvoir élaborer une structure, la mettre de côté, élaborer une autre structure et puis les mettre ensemble. Et ces trois cas sont exhaustifs, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres cas dont on a besoin. Si merge est une opération binaire, on va revenir sur cette question la prochaine fois. Pourquoi
l'hypothèse est que merge est une opération binaire. Mais pour le moment, admettons que c'est comme ça. Alors, il y a clairement une croissance de complexité dans ces trois applications de merge. La première exige uniquement le lexique. La deuxième exige un repositoire de mémoire. La troisième exige 2 repositoires de mémoire. Donc, elles sont rangées sur une échelle de complexité, si on veut. Donc, ceci peut nous permettre de prendre ces idées pour nous poser la question, est-ce que nous pouvons ainsi créer une hiérarchie croissante en termes de complexité entre systèmes imaginables? On peut imaginer, par exemple, ces 4 systèmes que j'ai un peu discutés dans une publication d'il y a quelque temps, un système qu'on pourrait appeler zero merge ou assemblage zéro, si vous voulez. C'est-à-dire un système qui n'a que le lexique. Et on peut prendre un élément du lexique, mais on ne peut rien faire du point de vue combinatoire. Il n'y a qu'un élément, il n'y a qu'un mot. Donc, dans ce système, les phrases complètes ne sont que des mots isolés. Puis, on peut penser à un premier pas vers la complexité et avoir un système qui a merge non récursif. Donc, un système qui permet de prendre dans le lexique 2 items, les mettre ensemble, former des entités de 2 mots, de phrases de 2 mots, mais n'ayant pas la récursivité, le système s'arrête là. Donc, il n'y a que des structures de 2 mots. Puis, un système qui commence à avoir un repositoire, ce qui permet le storage, le stockage temporaire de la structure. Et ceci, c'est déjà un système récursif. Ici, on peut constituer une structure complexe, puis aller dans le lexique, l'étendre, puis prendre tout ça, aller dans le lexique, l'étendre, ainsi de suite. Donc, c'est un système qui permet d'engendrer une infinité de structures. Mais pour traiter les langues naturelles, il faut le 3e degré. Il faut aussi la possibilité de former 2 syntagmes complexes, indépendants, et les mettre ensemble, parce qu'on peut avoir, par exemple, un sujet et un objet qui sont les deux entités complexes. Donc, dans les langues naturelles, on a besoin, on trouve typiquement ce plus haut degré de complexité. Okay? Donc, cette typologie, c'est une sorte de petit exercice formel, mais on peut se poser une série de questions, c'est-à-dire, est-ce que toutes les langues humaines font appel à l'opération de merge et dans sa complexité globale, c'est-à-dire en incluant ces 4 types de systèmes de complexité croissante. Pour répondre à la question si toutes les langues humaines ont ces propriétés, il faut considérer quelles seraient les propriétés de systèmes qui n'avaient pas un cas ou l'autre de merge considéré selon cette typologie. Donc, quelles seraient les propriétés d'un système qui n'a aucune forme de merge? Donc, un tel système ne produirait que des phrases qui sont constituées d'un seul élément du lexique. Et un système qui avait un merge non récursif ne produirait que des structures de 2 mots, et puis il s'arrêterait là. Est-ce qu'on trouve des systèmes de cette sorte? Les langues adultes ne montrent pas cela, mais on peut regarder et l'ontogénèse et la phylogénèse du langage pour essayer de voir si on trouve ces formes de systèmes plus simples. Alors l'année passée, j'avais considéré un peu l'ontogénèse du langage. On sait très bien que dans l'acquisition du langage, il y a un stade d'un mot, où fondamentalement l'enfant ne produit qu'un seul mot, et il y a un stade de 2 mots, au moins comme caractérisation descriptive, et cela correspondrait à ces systèmes plus rudimentaires, pour ainsi dire, par rapport au système adulte. Je ne vais pas reprendre cela, mais je voudrais reprendre rapidement ce qu'on peut dire au niveau de la phylogénèse, c'est-à-dire au niveau de la comparaison des systèmes adultes
humains pour le langage, et les systèmes de communication animale. Alors, selon toute une série d'analyses des systèmes de communication animale, on a identifié toute une série de cas qui semblent fonctionner selon les modalités de Zero Merge, c'est-à-dire des modalités où des phrases complètes produites par une certaine espèce consistent d'un seul mot, fondamentalement. Par exemple, dans une série de fameux travaux de Marler, on a observé que certaines primates, vervet manque, les singes vervet, produisent des mots isolés qui sont des cris d'alarme qui signalent la présence d'un certain type de prédateur. Par exemple, il y a un cri qui indique la présence d'un léopard, un cri qui désigne la présence d'un aigle ou d'un serpent, et ces cris déclenchent un certain comportement de protection. Donc on a là l'impression d'être dans un système qui n'a pas vraiment de combinatoire. Et c'est la conclusion à laquelle Mark Hauser était arrivé dans son livre important Evolution of Communication, fin des années 90, où il arrivait à la conclusion que there is no convincing evidence of lexical syntax in the animal kingdom, ou par le terme lexical syntax, il entend une combinatoire avec compositionnalité, parce que bien sûr il y a des formes de combinatoire, comme dans le chant des oiseaux, mais là on n'identifie pas de manière évidente la compositionnalité, donc la formation d'un sens complexe à partir des éléments. Donc d'après Hauser, il n'y a pas vraiment de syntaxe compositionnelle dans le royaume animal. Des études plus récentes ont suggéré que des formes rudimentaires de combinatoire sont en effet présentes dans le système de communication, et on trouve aussi des cas apparemment de combinatoire compositionnel. Ici, je me réfère à ce travail qui a comme premier auteur Philippe Schlenker, qui tiendra l'un des séminaires cette année. Ce qui est observé dans ce travail est que plusieurs espèces de singes produisent des formes combinées de deux éléments. Par exemple, les singes de Campbell produisent des signes qui indiquent disons, alerte de léopard à cause de la présence d'un certain type prédateur, alerte aigle, et puis aussi des signes composés où il y a cet élément ou qui se compose avec l'autre élément et qui a comme effet une modulation de l'interprétation dont on va parler. Et d'autres cas ont été illustrés de ce type, les singes Diana, etc. Et ces autres cas où il y a des signes individuels et aussi des formes de combinaison, mais toujours de deux seuls éléments qu'on voit dans toutes ces situations. Alors, comment interpréter ces combinaisons? Ces formes de combinatoire sont très rudimentaires et limitées, bien sûr, par rapport à la combinatoire qu'on observe dans les langues humaines. Néanmoins, il y a quelques similarités qui méritent d'être soulignées. Par exemple, il y a des contraintes de sélection. Ce n'est pas le cas que n'importe quel élément peut se trouver, être combiné avec n'importe quel autre élément, exactement comme dans la langue naturelle. Il y a des contraintes d'ordre. Certains ordres sont possibles, d'autres ordres ne sont pas possibles. Et il y a un début de distinction entre compositionnalité et non-compositionnalité dans les formes complexes. Contraintes de sélection, par exemple, chez les singes Campbell, cet élément ou se combine avec certaines
éléments du lexique, mais non pas avec d'autres éléments du lexique. C'est analogue aux contraintes de sélection qu'on observe dans le langage. Le peut se combiner avec un nom, le cheval, mais on n'a pas le rapidement, par exemple. Donc nous avons des contraintes distributionnelles qui sont analogues. Il y a des contraintes d'ordre. Cet élément A chez les singes Diana suit toujours un autre élément, L, H, R, selon la terminologie qui est adoptée, analoguement dans d'autres systèmes, mais on ne trouve pas l'autre ordre. C'est un peu analogue à ce qu'on observe dans les formes humaines, le cheval, mais pas en français cheval le, à manger, non pas à manger à, etc. Il semble y avoir des formes rudimentaires de compositionnalité. Par exemple, cet élément O chez les singes de Campbell, combiné avec un autre mot, donc cette forme composée cracou, roku, a un effet d'atténuation. Donc ces mots en tant que tel indique un certain type d'alerte, mais la forme indique une forme d'alerte plus générique. Selon Schlenker et d'autres, c'est un effet analogue au suffixe ish en anglais, donc un English alert. Donc je ne vois pas très bien ce que c'est. Ça pourrait être un aigle, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Alors j'utilise ce type de signe pour signaler cette sorte de situation. On ne trouve pas non seulement chez les primates, bien sûr, mais par exemple chez les oiseaux. Alors j'ai dit le chant des oiseaux est autre chose. Mais il y a des cris qui sont utilisés par les oiseaux pour signaler des situations de danger, etc. Et là, on trouve des choses analogues. En particulier, ce travail de Suzuki et Matsumoto sur le système des Japanese Tits, qui en effet en français appelé le mésange de Chine, en tout cas ça c'est le nom scientifique de l'espèce. Ce que Suzuki et Matsumoto observent est que cette espèce produit un cri d'alerte. Il y a un prédateur d'un certain type. Un cri de recrutement qui peut être utilisé aussi dans des situations non dangereuses, n'est-ce pas, pour attirer par exemple les conspécifiques dans des situations comme il y a de la nourriture, des choses comme ça. Si les deux cris sont produits en séquence immédiate, alerte recrutement, ils déclenchent un certain comportement mixte qui vise à gêner le prédateur. Donc en même temps, la réponse est que le mésange se rapproche de l'émetteur du cri et en même temps, il continue de scanner l'horizon. Donc il y a cette double forme de comportement. Et Suzuki et Matsumoto montrent que là aussi il y a une sensibilité à l'ordre. Si l'ordre est inversé, on n'a pas la réponse complexe. Si la source n'est pas unique, par exemple s'il y a deux haut-parleurs, dont l'un produit le cri d'alerte et l'autre produit le cri de recrutement, on n'a pas la réponse mixte. Donc il faut qu'une seule structure unitaire soit produite par la même source. Et ici, Suzuki et Matsumoto parlent explicitement de merge non récursif en relation à ces structures. Donc on pourrait dire, si on revient à notre petit système de complexité de merge, que la récursion est ce qui est spécifique au langage humain. C'est-à-dire on trouve dans des systèmes de communication animale de forme de zero merge, bien sûr, hein, mais aussi de unmerge, de merge non récursif. Mais c'est à partir du moment où le système utilise la récursion que nous trouvons cette option que dans le système humain. Ça me paraît une interprétation plausible. Et ça revient, je vais terminer dans 5 minutes pour permettre aussi une transition avant le séminaire de Ian. Ça nous ramène aux idées de Darwin, bien sûr. Hein. Dans son ouvrage The Descent of Man, le 3e chapitre, Comparison of the Mental Powers of Man and the Lower Animals,
toute cette discussion porte évidemment sur les idées de Darwin et sa tentative de ramener les capacités cognitives humaines à son chemin fondé sur la théorie de l'évolution. Donc ce que Darwin dit, if no organic being excepting man had possessed any mental power, and if his power had been of a wholly different nature from those of the lower animals, then we should never have been able to convince ourselves that our high faculties had been gradually developed. Mais Darwin dit, j'ai essayé de montrer que ce n'est pas comme ça. But it can be shown that there is no fundamental difference of this kind dans la capacité cognitive. We must also admit that there is a much wider interval in mental power between one of the lowest fishes and one of the highest apes than between an ape and a man. And this interval is filled up by numberless gradations. Donc, sa théorie a besoin de cette question de toute une série de degrés à la base des effets d'évolution, et il essaye de montrer ça dans ce livre. C'est exactement ça le but de Descent of Man. Mais évidemment, l'énorme saut en avant que représente le langage humain pose un problème pour cette logique. Il semble être difficilement compatible avec l'idée darwinienne de gradualité liée à de tout petits changements. Néanmoins, il me semble que l'analyse linguistique formelle moderne peut atténuer et peut-être nous aider à surmonter cette contradiction apparente. Pourquoi ? Parce que l'analyse linguistique, en particulier l'analyse minimaliste, suggère que le langage humain, aussi complexe qu'il soit, se construit à partir de mécanismes de base extrêmement simples, comme merge, tellement simples qu'il est difficile d'imaginer un mécanisme combinatoire encore plus simple qui pourrait être à la base d'un système plus pauvre. Et alors, comment expliquer l'énorme distance en pouvoir expressif entre le langage humain et le système de communication animale? Le fait est que dans un système computationnel très structuré, bien structuré, un tout petit changement dans les ingrédients de base peut produire d'énormes changements dans les capacités et les manifestations de ce système. C'est le cas, selon l'interprétation que j'ai essayé de donner, pour la possibilité d'une application récursive de merge. Le simple fait de permettre à merge de se réappliquer sur son propre résultat, donc en admettant une case de mémoire temporaire, eh bien, cette simple modification ouvre un univers de possibilités qui serait autrement inaccessible. Donc, il paraît légitime, il me semble, même nécessaire, de comparer les mécanismes de base du langage avec les mécanismes à l'œuvre dans les systèmes radicalement plus pauvres, comme les systèmes de communication animale, afin d'arriver à un scénario évolutif plausible. Mais pour faire cela, il est absolument nécessaire que les descriptions soient compatibles et utilisent autant que possible les termes et les concepts communs. Si on part de descriptions incommensurables, le travail comparatif n'a aucun espoir d'aboutir, évidemment. Donc il faut vraiment faire un effort de donner des descriptions compatibles du langage humain et des systèmes de communication animale. Autrement, tout simplement, le projet d'une comparaison n'aura pas de sens. Si vous pensez un instant, vous verrez, et on va reparler de cela déjà la prochaine fois, que exactement ce type de considération vaut pour la comparaison des langues. Si on part de l'hypothèse que chaque langue est un système autonome et indépendant, toute tentative d'une linguistique générale, donc toute tentative de trouver des propriétés générales du langage, est vouée à l'échec, inévitablement. Alors, je voulais juste mentionner cette tendance de recherche qui va sous le nom de superlinguistique, qui est développée à côté d'ici à l'école normale, et qui consiste simplement en l'idée que la linguistique formelle a développé des systèmes extrêmement sophistiqués pour l'analyse du langage dans les derniers 70 ans, sur les différents niveaux,
de la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe sémantique pragmatique, l'idée de la superlinguistique, là aussi liée à Philippe Schlenker et à beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé avec lui, c'est d'utiliser toute cette panoplie de méthodes de manière approfondie pour étudier le langage animal aussi, pour étudier d'autres sujets qui sont en quelque relation avec le langage, comme le système de la musique, par exemple, et encore d'autres systèmes. Donc, après tout, le langage humain, avec toute sa richesse et complexité, doit avoir été bâti à partir d'un système plus simple, utilisé par nos prédécesseurs, et une manière d'aborder la question est bien sûr l'analyse comparative. De ce point de vue, même s'il peut y avoir quelques désaccords dans le détail, je suis tout à fait d'accord avec la perspective avancée par Hauser, Chomsky et Fitch dans leur article fameux The Faculty of Language, qui essaye de pousser vraiment à la limite l'idée d'une étude comparative des capacités cognitives et des systèmes de communication à travers les espèces. Voilà, je pense que je vais m'arrêter à ce point. Excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps que j'aurais pensé. Peut-être s'il y a des questions, il y aura des questions et des commentaires, j'imagine. On peut faire la discussion à la fin aussi du séminaire de Ian. Donc je vous propose de nous arrêter à ce point pour aujourd'hui, de faire une petite pause de 5 minutes et puis d'enchaîner avec le séminaire de Ian.